la vallée de l'Erbsental, certains racontent qu'une chapelle desservie par les moines de Sturzelbronn aurait été construite en 1394. D'autres parlent de granges disparues, allant même jusqu'à affirmer l'existence d'un village entier anéanti durant la guerre de 30 ans. L'Erbsental, jalonné par quelques traces du passé, dont une belle chapelle, est un écart d'Egolsart entre les collines boisées du Bissenberg, de l'Abstberg, de l'Erbsenberg et du Rothenberg. Coulé dans le lit de la Rothenbach, le domaine d'une longueur de 3 km s'étend sur 33 hectares des deux côtés de la rivière. Il comprend un étang de 5,5 hectares, un cadre admirable pour les randonneurs. Alors, bien avant la construction de l'étang, en 1135, Saint Bernard arrive à Bitsch pour rencontrer le duc de Lorraine, Simon Ier, et il lui propose, bien sûr, il parle croisade, et ensuite il lui propose la création d'une abbaye à Sturzelbronn. Le duc de Lorraine est tout à fait enchanté par cette idée. L'abbaye est immédiatement mise en chantier, la construction est mise en chantier. On termine en 1143, il arrive les premiers moines avec un abbé qui va les diriger. Ils font toutes sortes de corps de métier, ils font même de la formation professionnelle pour les habitants d'ici, maçons, enfin bref, tous les métiers. Et ils se mettent à défricher des parties de forêt, les terrains les plus plats comme ici par exemple, et à les mettre en culture. Et parallèlement à ça, compte tenu qu'ils ne mangent que du poisson et que de la volaille, ils partent donc dans la construction des étangs. Ils font des barrages sur les ruisseaux et c'est comme ça que sont nés beaucoup d'étangs dans le pays de Bitsch et dans la zone d'influence de l'abbaye de Sturzelbronn. Ouais, effectivement, Émile, parce que j'ai découvert un document de 1196 donc, qui confirme le don par Jean de Kirkel, seigneur de Waldeck, le château qui est juste à côté, qui donne beaucoup de forêts à l'abbaye et qui autorise les moines à faire construire l'étang d'Erbsental à la même époque. Voilà. Après, il faudra attendre 1736 pour voir le forestier Michel Gasser qui fera construire une scierie proche de cet étang. Le ruisseau de la Zinzel, un peu plus loin, alimente ce magnifique étang destiné à l'élevage des carpes et des écrevisses pour les moines de l'abbaye. Ces moines qui possédaient une dizaine d'étangs dans les environs. Donc, à la Révolution, les biens des moines de Sturzelbronn sur le site sont confisqués et c'est une opportunité pour Henri-Guillaume de Kreutzer, administrateur du district de Bitsch, qui est installé au château de Wolmester, qui acquiert l'ensemble du territoire en 1800. Son fils, Charles-Auguste, hérite de ses biens, de la scierie et de la ferme, mais il ne va pas les exploiter. Lui-même, il va donc engager des fermiers. À la mort de Charles-Auguste, son fils Charles-Auguste Adolphe va prendre la succession. Mais lui, c'est un vrai gestionnaire. On l'appelle le baron. C'est un riche marchand de bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il développe la scierie d'ici. Il en crée une autre à 500-600 mètres d'ici, sur Alsinsel. Il en développe une autre à Lischbach, à environ 4 km d'ici. Et en plus, il développe un four à résine au Harzhofen, qu'on appelle ça. Il construit ici une maison de maître, une maison pour le personnel, une serre, une glacière.
et le tout dans un état d'entretien absolument parfait. Où nous sommes d'ailleurs ici. Nous sommes aujourd'hui. ici au milieu de ce domaine-là. Les gens d'Egelsart de l'époque appelaient ça un domaine merveilleux. Les allées étaient bien faites, il y avait des espaces verts, il y avait des gazons, il y avait des choses absolument merveilleuses. Lui, quand il meurt, sa fille, Hélène Julie de Kreutzer, va épouser Paul Bernard Dutreuil. Paul Bernard Dutreuil est député de la Moyenne. Pendant 6 semaines par an, la famille Dutreuil est autorisée par l'administration allemande, parce que nous sommes après 1870, à venir résider ici. En 1915, le domaine ici est placé sous scellé par les Allemands. Les Dutreuil ont été obligés de fuir en Suisse avec la complicité du maire et la complicité des 2 Dietrich, lesquels ils sont amis. Et de la Suisse, ils vont passer en France. Donc ça s'est assez mal passé. Il y a quand même aussi, Émile, des éléments de triste mémoire sur le site, hein, notamment des accidents. Tu parlais de cette fameuse Hélène, tu peux nous raconter l'histoire du bazar de la Charité? Oui, Hélène Dutreuil donc, a été brûlée vive le 4 mai 1897 dans ce célèbre incendie, ce triste incendie du bazar de la Charité à Paris, au milieu de plus de 120 personnes brûlées comme elle. J'ai aussi en mémoire, en 1862, il y a eu une petite fête et 2 jeunes d'une vingtaine d'années qui ont un peu abusé de la boisson sont morts à quelques pas de là. Et puis, il reste ce dernier accident en 1920. Un autre accident, c'est-à-dire, c'est la vicomtesse Lavorse André Quatresols de Marolles qui fait une chute mortelle depuis le rocher de Erbsenfels, à peu près 1,5 km d'ici, sur l'Erbsenberg. Elle était en visite ici, auprès de la famille Dutreuil, et elle décida d'aller se promener, avec sa fille d'ailleurs. Donc, elle a escaladé le fameux rocher célèbre rocher de l'Arche, emblématique du pays de Bitche, et elle a glissé. Elle s'est agrippée à un arbuste, et les arbustes dans le rocher ne sont jamais bien ancrés, hein. Donc les racines ont cédé, elle est tombée dans le vide, elle est décédée. Et les journaux de l'époque en ont fait part de cette actualité. Sur le rocher, on voit encore une croix blanche dessinée sur le rocher. Les moines ayant une cense sur place et des habitants, et comme beaucoup de censes, il y a la construction d'une chapelle sur le site dont on n'a plus aucune trace dès 1394. Alors la sœur du propriétaire, qui s'appelait Malvina, a fait reconstruire la chapelle en 1859, en 1860. L'abbé Cordier obtient de la part de l'évêque l'autorisation de lire des messes dans cette chapelle. À l'issue de la guerre, en 1945, le domaine ici est totalement ruiné, détruit par les bombardements, par les combats entre Allemands et Américains. Et la chapelle, le seul bâtiment qui reste debout, c'est la chapelle. Mais naturellement, elle est en très mauvais état, elle restera en mauvais état pendant un certain nombre d'années. Et l'abbé Langenfeld, qui est né ici en 1902, il est curé à Saint-Louis-les-Bitches, il vient ici très souvent pour se ressourcer, c'est le milieu de son enfance. Il arrive ici et il fait l'impossible pour restaurer cette petite chapelle. Le 14 juillet 1973, il rencontre ici la famille Ulrich Ilkirch qui lui offre
une statue de la Sainte Vierge à poser à l'intérieur de la chapelle. Il continue à travailler, il est presque là, presque toutes les semaines, avec des seaux, avec toutes sortes d'outils et toutes sortes de matériaux. En 1987, il répare la toiture, il fait réparer la petite cloche qu'il trouve sous la toiture. En 1989, les deux Dietrich refont les fenêtres et les vitraux. Finalement, il existe encore un lien aujourd'hui entre les moines du Moyen-Âge et la chapelle, le site d'aujourd'hui. C'est, vous l'avez compris, cette formidable chapelle qui présente des éléments gothiques que vous connaissez, à savoir une construction en grès, fenêtre à ogive, oculus devant, clocher en bois et tuiles plates. Un autre événement qui est venu endayer le site, nous sommes à quelques mètres de la chapelle, cette croix d'août 1859 qui rappelle la mort tragique d'un jeune garçon de 15 ans, Alphonse Desebeck, fils d'un propriétaire de Zweibrücken. Il est mort, on suppose, à la suite de la gestion de grumes qui étaient entreposées sur ce site. Finalement, riche d'histoire comme on l'a évoqué ensemble, l'Erbsental, c'est quand même un site emblématique du pays de Bitche qui mérite d'être redécouvert. Maurice Dutreuil, gendre de Charles-Auguste Adolphe de Kreutzer, vendit en 1935 la propriété de la famille de Dietrich qui la céda plus tard à mademoiselle Claude de Rarcourt de la vallée de Pimaudan. On dit dans nos villages que récemment, cette propriété qui est constituée très majoritairement par des forêts a été rachetée par le Crédit Mutuel.